Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire. Pour les premiers participants, est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît, que vous nous voyez bien et que vous nous entendiez bien? Merci pour vos premiers retours. Ça a l'air d'être bon. Au niveau des questions et de la discussion, donc, vous pouvez nous poser des questions tout au long de la présentation dans l'onglet qui est prévu à cet effet. On y répondra en fin de session, après le déroulement du webinaire. On va pouvoir commencer et je vais laisser mes collègues du SMIE se présenter. Bonjour à tous. Donc autour de la table, si on peut dire, nous sommes trois. Nicolas Baudet, je suis le directeur général du service de santé au travail de Châteaubriand. Et je suis accompagné aujourd'hui de Cédric Maurice, que vous entendrez tout à l'heure sur la partie, disons, technique, qui est ingénieur en prévention des risques pour le SMIE de Châteaubriand, et Hélène, qui nous aidera sur la partie synthèse des questions que vous vous posez. Alors, on a proposé, lors de l'élaboration de ce projet, de faire une présentation sur le télétravail sous un double angle. Le premier, qui est un peu, disons, qui est assez technique, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait pour aménager son poste de travail quand on est en télétravail, parce que pour le coup, les conditions sont évidemment différentes. C'est ce que Cédric vous présentera tout à l'heure. Et sous un deuxième angle, ça nous paraissait intéressant de parler du management. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les points sensibles et quels sont les points d'effort sur lesquels on peut travailler quand on a besoin de manager une équipe à distance? Alors, déjà, un premier retour avant de donner la parole à Cédric sur la partie, disons, plus pratique. Le premier élément, mais vous le connaissez sans doute, c'est que le télétravail est régi dans le Code du travail. Donc, évidemment, il y a des règles du jeu qui existent déjà. Et le principe général, c'est qu'il faut au minimum qu'il y ait un accord collectif qui soit mis en place, ou alors une charte qui soit élaborée par l'entreprise avec avis du CSE. Tout ça, c'est facile à dire, mais sauf qu'on a tout fait dans l'urgence. Ça s'est fait au moment où la crise sanitaire s'est déclenchée sous forme de confinement à la mi-mars, et que beaucoup d'entreprises ont fait les choses dans la précipitation, ce qui était bien légitime. On a été confronté évidemment aux mêmes difficultés. Du coup, les premières contraintes qu'on a rencontrées tout bêtement, c'est: est-ce que j'ai le matériel nécessaire pour faire du télétravail? Est-ce que j'ai les logiciels adaptés? Est-ce que je peux accéder à toutes mes données? Et puis, est-ce que la sécurité des informations en particulier peut être assurée? Une deuxième question, un petit peu plus RH, c'est qu'il y a des postes qui étaient, disons, télétravaillables, mais d'autres, ce n'était pas le cas. Et forcément, ça crée une problématique de management qu'on réévoquera un petit peu tout à l'heure, c'est tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, parce qu'il y a des postes qui peuvent être délocalisés chez le salarié, et d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. La troisième question qui s'est posée, évidemment, de manière simple, c'est très bien, mais est-ce qu'à la maison, on a des conditions de travail qui sont adaptées pour faire du télétravail? Est-ce qu'on peut utiliser un téléphone de manière simple? Est-ce qu'on a un écran, deux écrans? Est-ce qu'on a la bonne chaise, la bonne table? C'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis, le dernier lot d'éléments, c'est plus du côté du management, c'est comment est-ce qu'on fait pour communiquer quand on est dans ces périodes d'éloignement? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner le salarié? Éventuellement, comment est-ce qu'on fait pour se former? Ou bien parce que notre activité s'est complètement arrêtée, et du coup, on a réorganisé notre activité pour en profiter pour faire de la formation des salariés, ou bien de manière très ponctuelle parce qu'il y a besoin d'être formé sur un logiciel nouveau qu'on allait utiliser en télétravail. Et puis, bien sûr, dernier élément, et il est très important, c'est très bien, mais comment fait-on pour suivre l'activité? Et là, forcément, on est rentré dans des problématiques qui sont assez complexes à gérer. Alors du coup, voilà les thèmes qu'on va vous proposer d'aborder aujourd'hui. D'abord, Cédric va rentrer un petit peu dans le contexte actuel pour vous donner des éléments qui seront présentés sous un angle qu'on peut qualifier de technique et non pas de psychologique ou médical, comme vous l'avez vu juste avant dans le webinaire précédent. On va regarder un petit peu quels sont les risques associés au télétravail et puis, après, de manière très pragmatique, comment est-ce qu'on installe son poste de télétravail avec les moyens qu'on a à la maison. On parlera des équipements et du matériel. Et puis, le dernier point, je reviendrai vous parler un petit peu de management et comment est-ce qu'on se pose la question du télémanagement. Quels sont les éléments auxquels il faut faire attention quand on manage son équipe à distance.
Donc, je vais passer la parole à Cédric sur le premier point, sur le contexte actuel et sur les opérations, disons, d'ergonomie du poste. Merci Nicolas, donc j'entre en plein dans ta session, j'espère que vous m'entendez tous bien. Un grand merci d'assister de manière aussi nombreuse à cette présentation. Alors, pour présenter la particularité du télétravail, aujourd'hui, nous avons été heurtés à un problème, comme Nicolas l'a dit, c'est que souvent nous comparons le télétravail à nos amis voisins européens dans la pratique. Et cette période du Covid a été assez difficile à vivre pour chacun d'entre nous et a eu un effet promoteur sur le télétravail, c'est que celui-ci, en tout cas, qui n'était pas la majorité de nos pratiques, a été fortement plébiscité et mis en place dans un contexte assez particulier. À titre d'exemple, avant la crise, nous étions 1,8 million de salariés en travail régulier sans télétravail et nous sommes passés d'un seul coup à 8 millions. Lorsque l'on regarde l'effectif, le pourcentage des effectifs actifs en télétravail avant crise, nous étions seulement à 6% en Europe, contrairement à certains pays de l'Union européenne, notamment les Pays-Bas, la Finlande, qui avaient 13 à 14% des actifs déjà en télétravail. Nous avons vécu une mise en place qui était, je dirais, sanitaire, dans l'urgence, sachant que, vous n'êtes pas sans le savoir non plus, que nous utilisons l'outil informatique de plus en plus dans notre quotidien. La dernière étude de la Direction de l'animation, de la recherche et des études statistiques, le DARES, en 2013, montrait que 71% des salariés en France utilisent un ordinateur. La progression est pratiquement impressionnante. En 1998, nous avions seulement que 51% de nos actifs, et en 2013, 71%. Nous avons vécu ces derniers mois une mise en place du télétravail de crise sanitaire. La question que nous posons, c'est sommes-nous à un niveau équivalent à nos amis européens qui, eux, ont anticipé la chose depuis des années. Et le piège serait peut-être de vous fournir des éléments, de se dire voilà comment nous devons télétravailler sur la même manière que nous avons mis en œuvre ces pratiques il y a quelques mois en arrière. Le télétravail, nous allons le voir, doit s'anticiper, se réfléchir, sachant qu'il répond à une requête qui a été conscientisée, en tout cas de la part des salariés après l'avoir vécu, c'est que 73% des salariés souhaitent faire perdurer ce télétravail de façon régulière ou ponctuelle. C'est une étude qui a été faite après les événements, peut-être à prendre avec des pincettes, car vivre le télétravail dans une période de Covid, de confinement et de pandémie a un effet forcément psychologique qui a une influence sur ces chiffres. Ce qui serait intéressant, et ça ne sera pas l'objet en tout cas de cette présentation, c'est d'étudier la part de ceux de la manière dont ils ont mal vécu ce télétravail peut-être et en dégager des pistes et des orientations pour une mise en place la plus probante pour nos pratiques. Voilà. Alors, les risques du télétravail sont pratiquement similaires à celui du travail sur écran. Qui dit télétravail, c'est pas travailler devant sa télé, hein, on est d'accord, c'est travailler devant son écran d'ordinateur, mais de façon extérieure à l'entreprise. On retrouve les mêmes risques que ceux du travail sur écran. Le premier, c'est la fatigue visuelle. La fatigue visuelle qui a cette particularité, c'est que vous travaillez face à un écran, vous faites travailler vos muscles en vision de près, vos muscles sont en tension permanente pour faire un focus sur votre écran et travailler 8 heures d'affilée sur un écran génère des picotements, une vision trouble, peut engendrer des céphalées. Ce sont des symptômes qui sont connus, des symptômes qui disparaissent avec le repos, mais qui néanmoins méritent d'être considérés et de répondre également à cette problématique, pas cette problématique, mais à cette question de savoir est-ce que l'écran abîme les yeux. C'est souvent cette question qu'on nous pose, est-ce que l'écran abîme les yeux La position des ophtalmos à cet égard est assez claire, c'est que l'écran n'abîme pas les yeux, mais favorise peut-être l'émergence, en tout cas met en exergue des défaillances visuelles. Un autre trouble, plus connu aussi également sur les troubles musculo-squelettiques qui sont importants à considérer également. Les douleurs autour des articulations, on parle d'affections des articulations, des muscles, des tendons, liées souvent à des postures qui sont statiques, à la répétition des gestes. Et on retrouve ces problématiques avec le travail sur écran, puisque vous êtes sur une position qui est statique, durable, avec une dynamique des bras sur un corps qui, lui, est en statique. Elle peut rentrer, selon le contexte, dans des pathologies d'origine professionnelle et représenter un coût pour l'entreprise.
Elle s'installe dans le temps, elle s'installe de longtemps et les facteurs sont plutôt multiples. Je ne rentrerai également pas dans la précision de tout ce qui peut causer des troubles musculo-squelettiques, mais en tout cas, le travail sur écran est l'une des causes. Prévenir ou guérir, on ne se lève pas un matin en se disant « ça y est, j'ai un trouble musculo-squelettique qui arrive ». Généralement, on part d'un inconfort qui est ressenti, des douleurs au niveau des cervicales, des douleurs au niveau des épaules, des migraines, des céphalées, une douleur qui apparaît au niveau des membres supérieurs, une douleur dans le bas du dos. Cet inconfort monte en gêne est souvent exprimé en disant « j'ai une journée difficile » qui souvent est associée à la tâche du travail, souvent pénible, souvent le rythme du travail. Tout ça se mélange et s'exprime et devient une douleur et ensuite une pathologie. Il est plus facile d'agir au niveau de l'inconfort que d'agir ensuite au niveau de la pathologie dans la simple fait qu'il est plus facile de prévenir que de guérir. Alors, les deux petits symboles du petit cochon qui permet de thésauriser au niveau de l'inconfort et de la tirelire cassée au niveau de la pathologie. Lorsque vous êtes à une pathologie, un trouble musculo-squelettique, une tendinite, une douleur au niveau du coude, celle-ci peut mettre des mois à disparaître et nécessite peut-être même des moyens supplémentaires d'installation et d'aménagement de votre poste de travail pour pouvoir envisager une reprise dans de bonnes conditions. Donc, l'invitation est surtout d'agir en prévention, d'écouter les salariés, de les mettre dans les meilleures conditions possibles, de sorte de réduire au possible ces sources d'inconfort, de gêne et surtout d'y être à l'écoute. Comment s'installer devant son poste de travail? On va rentrer dans du bon sens. Il n'y a pas de réglementation sur savoir comment se positionner à son poste de travail. Si vous allez sur Internet, il y a différentes sources de commentaires, d'avis, de discussions. Il y a un consensus que je vais vous présenter dans cette sensibilisation et des principes à comprendre dans le but de bien se positionner et des principes à comprendre, tout simplement. Où s'installer? Premièrement, l'endroit spatial, choisir une pièce isolée, où il sera facile de se concentrer à minima un espace de travail distinct qui ressemble à un bureau. L'espace de travail dans un domicile, ça peut être assez compliqué pour certaines, ça peut devenir un casse-tête pour vos salariés, un casse-tête pour faire des conférences, si la connexion Internet se coupe, est de mauvaise qualité, ou que l'endroit devient collectif, comme une cuisine, une salle à manger ou une chambre, à définir en fonction de la tâche qui est demandée à vos salariés, où s'installer. Donc, ça demande de discuter avec votre salarié, de savoir s'il y a un espace à minima réservé à un minimum d'intimité, si on pourrait dire, pour développer son activité professionnelle. Privilégier une pièce aérée avec une lumière naturelle. S'installer de préférence avec l'écran perpendiculaire aux fenêtres, tout simplement pour éviter les luminances sur votre écran et les éblouissements et accentuer la fatigue visuelle. Évitez, si possible, de positionner l'écran face à un mur, tout simplement pour ce que je vous ai expliqué sur la fatigue visuelle, c'est que déjà, vous regardez votre écran, votre tension musculaire est permanente sur votre écran, et si de plus vous avez un mur derrière votre écran, vos yeux ne se reposent jamais. Au-delà de 6 mètres, vous favorisez une détente au niveau de vos muscles, un repos inconscient, et si vous travaillez face à un mur derrière votre écran, vous êtes toujours en tension. Donc, dans ces conditions-là, on favorise également les pauses et la mobilité, où s'installer. Passer. Sur quoi s'installer? Alors, bien évidemment, une table. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Sauf que la table va devenir un peu le point stratégique et névralgique d'une bonne installation et d'un bon aménagement. Lorsque nous sommes souvent sollicités sur des difficultés, des gens qui ont des douleurs au niveau du dos, et notamment pendant le Covid, des appels téléphoniques qui nous demandaient est-ce que vous pouvez intervenir pour m'expliquer comment bien me poser? Alors, madame, vous êtes posée sur quoi? Ma table de cuisine. Alors, prenez juste une cote, dites-moi combien est votre table, et on se retrouve avec des tables à plus de 74 cm de haut, qui est extrêmement haut, avec des chaises qui sont plutôt basses et qui ont pour un effet de gênement de relever vos épaules lorsque vous êtes appuyé sur votre clavier et génère des tensions au niveau du dos. Donc là, pas de solution miracle, il n'y a pas de geste qui puisse sauver une journée de travail dans ces conditions-là. La solution, c'est d'avoir un plan de travail qui soit à minima à hauteur. Donc, on préconise un poste assis autour de 68-74 cm. C'est variable. Pourquoi? Parce que ça dépendra de la hauteur de chacun, de la taille de chacun.
Donc, il faut trouver le meilleur compromis, idéalement une table qui ne dépasse pas les 74 cm, 73-74 cm, et à minima 68 si la chaise vous permet de descendre. La posture debout également dépend de votre taille. Elle-même s'adaptera également à la taille, à la taille de vos coudes, à laquelle vous allez poser vos membres supérieurs sur la table, de sorte à effectuer un repos de vos épaules et de vos membres supérieurs. On place le matériel souris, clavier à portée de main, notamment pour éviter les gestes d'élongation des bras qui accentueraient un mouvement dynamique au niveau des épaules. Donc le point de référence reste, vous l'avez compris, votre coude, de sorte à poser vos bras sur le plan de travail et réduire la contrainte musculaire au niveau de vos épaules. Donc là, vous avez la position de moindre confort, la moindre inconfort, et de moindre confort également. Dans quel but je dis ça? Il n'y a pas de posture idéale. Vous endormez le soir dans votre lit, la posture est idéale, vous vous réveillez le matin, votre posture a complètement changé. Tout simplement parce que votre corps aime la mobilité. Nous avons été faits pour bouger, nous n'avons pas été faits pour rester statiques à un poste de travail pendant 7, 6, 8 heures. Même dans cette posture-là, idéalement, on ne peut bouger. On ne peut rester fixé dans cette posture-là, il faut bouger. Donc, de moindre inconfort dans le sens qu'elle engendre une neutralité au niveau des muscles qui vont être sollicités. C'est la règle des 90, 90 au niveau des coudes, 90 au niveau du tronc, 90 au niveau des genoux et 90 au niveau des pieds. Alors en pratique, comment se positionner sur son siège d'après cette règle des 90? Voilà. Installez-vous bien au fond du siège. Alors ça paraît tellement basique. Le but, c'est pas de vous expliquer comment vous asseoir sur un siège, mais de vous faire comprendre qu'on peut s'asseoir de cette manière-là si le siège le permet. Souvent, nous sommes confrontés à des sièges où la profondeur d'assise est trop grande. Vous allez avoir une assise qui va venir heurter le derrière de vos genoux et perturber la circulation sanguine, avoir un phénomène de jambes lourdes. Le but, c'est pas d'expliquer aux gens comment s'asseoir, mais de trouver le matériel qui permet de bien s'asseoir. Un siège qui permet d'avoir une assise adaptable permet d'adopter cette posture et d'avoir un appui le plus long sans heurter le derrière du genou. La hauteur d'assise également, elle, est adaptée bien évidemment à la hauteur du plan de travail, si celui-ci n'est pas réglable. Vous comprenez très vite que si le plan de travail est très haut, le siège va devoir monter très haut, avec pour conséquence que vos pieds ne risquent plus de toucher le sol. Là encore, c'est pour vous donner un point de repère, c'est que généralement on règle le siège à la hauteur des 90, fixé à la hauteur de votre coude, de sorte que vos avant-bras soient posés de manière statique et reposés pour vos épaules sur le plan de travail. Et de relâcher vos pieds. Le repose-pied, je l'ai abordé précédemment, le repose-pied prendra son sens à partir du moment où vos pieds ne toucheront plus le sol, lorsque votre plan de travail sera trop haut, et que pour compenser cette amplitude, vous devrez réélever votre fauteuil. À ce moment-là, les pieds ne toucheront plus, peut-être, et le repose-pied devient utile. Adapter le dossier en hauteur, en fort lombaire, en inclinaison, là encore, c'est pas pour expliquer aux gens qu'il faut s'asseoir bien au fond du siège et poser le dos sur le dossier. C'est pour faire prendre conscience que le dossier a une importance assez importante pour votre dos dans le soutien lombaire. Un dossier qui est adapté favorise cette posture et réduit la contrainte posturale du travail sur écran de manière assez importante. Le plan de travail et le fauteuil seront des éléments clés de l'aménagement d'un poste de travail en télétravail. Alors les accoudoirs, généralement les accoudoirs, c'est un grand débat. Un grand débat avec ou sans accoudoir. Alors souvent, certains ne veulent pas d'accoudoir puisqu'ils sont gênants pour se positionner. Alors souvent, ce sont des accoudoirs qui sont pas suffisamment adaptables et modulables. Alors généralement, ils gênent lorsqu'on veut s'installer devant son poste. On utilise généralement des repose-bras lorsque votre clavier est trop près de vous et engendre une impossibilité de poser vos bras sur le plan de travail. Dans ces conditions-là, pour avoir des épaules relâchées, on utilise des repose-bras pour poser ses coudes et avoir un maintien des épaules, de sorte à avoir une frappe clavier en épaules relâchées. Le repose-bras également peut être utilisé pour se reculer de son plan de travail et d'étendre ses épaules. Les repose-bras trouvent leur intérêt, mais ce qui est important, c'est d'avoir des repose-bras qui puissent s'adapter, glisser tout le plan de travail sans gêner le bon positionnement devant votre écran.
Donc, on résume. Installez-vous bien au fond de votre siège. Ajustez la hauteur de l'assise à la hauteur de vos coudes, de sorte à avoir vos épaules relâchées. Si vous ne pouvez pas poser vos pieds au sol suite à un réglage de siège trop haut qui sera forcément dépendant de la hauteur de vos coudes, utilisez un repose-pied. Adaptez le dossier à votre position lombaire, à la voûte de votre dos, si possible en légère inclinaison. Et les accoudoirs, avec ou sans, l'important c'est que ces derniers ne gênent pas votre positionnement, votre plan de travail et vous permettent également d'avoir les épaules relâchées en repos sur les accoudoirs et peuvent vous permettre d'avoir une frappe clavier beaucoup plus près de votre corps que l'on pourrait l'avoir sur un plan de travail beaucoup plus profond. Où positionner l'écran? Alors bien évidemment face à soi dans la mesure du possible, à une distance adaptée à la résolution que vous utilisez. C'est jamais évident de donner des repères. Cela va surtout être dépendant de la taille de votre écran et de la résolution. Un écran trop grand va engendrer des mouvements répétés de votre tête, de balayer, et sur une posture statique du dos, de vos épaules, des mouvements de rotation, de flexion, engendreront également des douleurs au niveau des cervicales. Il convient d'adapter la résolution et d'adapter également la distance. Un simple repère, on essaye de se situer à 50-70 cm œil écran, ce qui correspond à la distance du bras. Voilà, je touche la caméra. On se retrouve à une distance raisonnable, mais celle-ci est plutôt variable en fonction de la résolution de votre écran. Pour une bonne lisibilité, bien évidemment, ajustez les paramètres d'affichage qui sont variables au cours de la journée en fonction de l'éclairage du jour et un travail du soir. Le clavier et la souris sont positionnés dans un environnement proche, c'est très important. Le clavier doit être à plat. On recommande généralement de retirer les petites languettes à l'arrière pour éviter justement d'avoir un angle au niveau de votre frappe. On essaye d'avoir une frappe clavier la plus droite possible, face à soi, avec suffisamment de distance entre vous et le clavier pour positionner vos avant-bras, toujours pour avoir les épaules relâchées. Un clavier trop près nécessitera d'avoir des repose-bras, tout simplement pour avoir une frappe clavier en épaules reposées, éviter ces postures statiques qui, à terme, engendrent une contrainte posturale conséquente et un risque de troubles musculo-squelettiques à long terme. La souris également doit être positionnée dans l'axe de votre corps, éviter des mouvements éloignés de votre souris et d'écartement du bras. Tout simplement, d'avoir un bras en abduction engendre également des mouvements inutiles répétés au niveau de votre épaule, source d'inconfort et à long terme, risque de TMS. En distance, on recommande 15 à 20 cm sur le plan de travail si la profondeur de votre table le permet. Alors, les équipements et le matériel, comment aménager son poste? La question que l'on s'est posée, c'est la difficulté de travailler chez soi. On n'est pas en entreprise où généralement le fauteuil est présent, le plan de travail est présent, le bureau a été adapté. Lorsqu'on arrive chez soi, c'est l'ordinateur, c'est dans le contexte familial, avec un matériel qui n'a pas été prévu, investi à l'origine. C'est là où je voudrais lancer la réflexion d'un télétravail qui a été mis en place dans l'urgence sanitaire, où on est un peu en mode bricole, on essaie de s'aménager comme on peut pour répondre à la mission professionnelle qui nous a été confiée, et un télétravail qui a été préparé depuis des années dans certains chez nos confrères des Pays-Bas, en Finlande, européens, où ce télétravail a été mûri et travaillé depuis des années et a été accepté dans ces conditions matérielles. Je vous ai mis quelques photos là qui illustrent la réalité du terrain telle qu'elle a été vécue par de nombreux d'entre nous, sur un fauteuil sur une table basse, une mère de famille qui s'installe pas loin de la pièce de jeu, on voit en arrière-plan, voir un monsieur qui a rehaussé son ordinateur portable sur une caisse de sorte à avoir l'écran dans l'axe de vision. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que la bonne posture que je viens de vous présenter, elle n'est possible que si le matériel le permet. Il est inconcevable de former des salariés à une bonne posture si le matériel qui est mis à disposition ne le permet pas. On pourrait discuter de savoir est-ce que c'est dangereux, délétère pour la santé de travailler dans ces conditions-là. Je dirais non, puisque depuis des années, on le fait. Lorsqu'on va sur Internet chez soi, lorsqu'on va dans son canapé regarder, on finit pas avec une TMS. Ce qui va être délétère, c'est de travailler chez soi sur des durées longues dans ces conditions-là. Le télétravail d'urgence ou télétravail accompagné, cela nécessitera en premier lieu une anticipation, une préparation qui sera envisageable avec le conseil de votre service de santé au travail. Votre service de santé au travail est là pour vous conseiller, vous mener votre réflexion sur quel matériel choisir. Est-ce que ce poste
quel matériel choisir pour la spécificité de ce poste en télétravail. Donc, on peut réfléchir à des postes de marketing, des postes de consulting, de téléconsulting, de téléconsultation, standard téléphonique. Du matériel de choix peut permettre de réduire la contrainte posturale et les sensations de gêne et d'inconfort. Une concertation doit être également faite avec vos salariés, et je dirais même elle est indispensable, de recevoir leur retour sur est-ce qu'ils ont un lieu, est-ce qu'ils ont déjà du matériel de base chez eux, alors, et de peut-être aborder ces aspects techniques et posturaux de sorte à écrémer avec eux la condition réelle. Et surtout, la mise à disposition ou prêt de matériel. Alors, le prêt de matériel peut se faire en phase de test et d'essai avec des entreprises de matériel ergonomique qui peuvent prêter du test pour que les salariés puissent l'essayer en conditions réelles. Mais également, on peut réfléchir à si le télétravail devait se démocratiser avec vos salariés ou se démultiplier, d'investir dans des solutions qui, elles, sont mobiles et pérennes et pourraient être déployées auprès de vos salariés. Alors, quelques provisions de matériel modulable. Le rehausseur d'écran portable et clavier déporté. Travailler sur un ordinateur portable toute une journée, même si le plan de travail est à bonne hauteur, avec une chaise en bonne hauteur, va être contraignant pour une raison, c'est que l'écran va être bas. Alors, si vous avez des verres progressifs, ça présente un avantage, c'est que vous allez regarder l'écran avec le foyer du bas, ce qui peut être très intéressant. Mais si vous êtes astigmat, hypermétrope ou sans correction visuelle, on recommande d'avoir un écran à hauteur. Et là, vous avez des solutions modulables toutes simples, comme celle-ci, qui vous permettent de rehausser votre écran. Par contre, de prévoir un clavier déporté. Ce que vous ne pourrez pas pianoter avec les épaules tendues. D'autres solutions, comme des bras ergonomiques à 360 degrés, peuvent être fixés dans le plan de travail et permettre justement de déplacer facilement votre écran d'ordinateur portable. Et là, vous avez un autre système sur la droite qui, lui, est pliable, démontable, transportable dans une pochette d'ordinateur et posable sur n'importe quelle table, toujours avec un écran à hauteur et un clavier déporté. Alors, le travail assis debout a cet avantage qu'il donne de la modularité au poste. Je vous ai dit, c'était une position de moindre confort, mais également d'inconfort, car même dans cette position-là, assise, l'inconfort apparaît malgré le confort qu'on essaye de trouver. Essayez de varier ces postures au cours d'une journée, c'est très important. On recommande de manière générale à varier sur une posture assise et debout. Allez chercher ces documents à l'imprimante, allez chercher un café, ce n'est pas délétère, ça permet d'avoir une mobilité au niveau de son corps et de réduire l'ischémie musculaire, la fatigue musculaire et de se mettre en mouvement, de détendre vos yeux. Il existe également des systèmes tout simples, on n'est pas obligé de passer par des plans de travail avec des panneaux électriques pour s'élever, appuyer sur un bouton. Des solutions mobiles comme celle-ci peuvent au moins réélever votre plan sur un bras, un système de vérin, et vous permet de passer d'une posture assise dans de bonnes conditions à une posture debout. Alors, le casque téléphonique, on l'oublie souvent. Il est utilisé souvent dans les entreprises, mais en télétravail, peu de gens sont équipés de cette solution-ci, souvent sur les postes d'accueil téléphonique, de standard téléphonique, lorsque la ligne est transférée pour vos salariés. Sachez que lorsque, avec leur téléphone de maison, la posture va arriver, cette posture de plaquer le combiné entre l'épaule et la tête, et avec une frappe clavier, avec épaule relevée. Alors, un coup de téléphone dans la journée, dans ces conditions-là, n'est pas du tout délétère, mais si ça devait se répéter et devenir une tâche répétée sur la journée, un casque téléphonique est une solution la plus simple et la plus rapide pour justement éviter cette contrainte posturale. Attention au matériel tendance. Alors, je ne souhaite pas ouvrir le débat de tout ce matériel, souvent présenté pour des vertus qui ne correspondent pas du tout à l'utilisation professionnelle qu'on devrait en faire. Le ballon Swiss Ball, c'est une marque. Vous trouvez de nombreux articles sur Internet qui publicitent ces nouveaux matériels, et j'aimerais ouvrir une petite page avec vous sur les matériels qui sont tendance, notamment ce ballon.
Ce ballon, on le voit dans les salles de kiné, on le voit souvent pour les femmes enceintes, afin de détendre le bassin, de créer un mouvement de balancier, de pouvoir se détendre. Sachez que c'est intéressant, ça a une vertu, c'est celle de faire travailler le bassin, de faire travailler les muscles, mais ce ballon n'a pas été fait pour travailler les muscles pendant 8 heures. Alors, faut prendre conscience que certains salariés peuvent l'utiliser par ignorance, en se disant, voilà, je vais m'installer avec un ballon, c'est une bonne chose, je vais avoir un mouvement de balancier, et ça va me faire du bien. Alors, ça fait du bien pendant 15-20 minutes, mais au-delà, on va créer une situation de déséquilibre, et frapper un clavier en position de déséquilibre, forcément, va y avoir un effet au niveau des épaules, au niveau des bras, vous allez avoir une position statique avec une dynamique qui est contradictoire. Attention au ballon Swiss Ball, pas plus de 15-20 minutes, ce sont des solutions pour se détendre, pour faire une pause, mais pas pour travailler sur de longues durées. Une autre tendance, c'est les sièges repose-genoux. On me pose souvent cette question-là, est-ce que vous me recommandez d'utiliser ce genre de siège-là? Ça me permet de me maintenir bien droit. Donc, bien évidemment, on veut se tenir droit au poste de travail. Mais là encore, le désir dépasse la réalité. On ne peut rester bloqué pendant 8 heures droit. Ça fait travailler votre ceinture dorsale, ça vous gaine, c'est très bien, mais rester bloqué dans cette posture-là fixe n'est pas raisonnable sur un travail de longue durée. Et là encore, vous pouvez avoir des salariés qui ont ce matériel-là chez eux, mais peuvent l'utiliser par ignorance et se mettre en danger. On trouve très peu ce matériel-là en entreprise, mais je dirais danger et communication auprès de vos salariés, ce n'est pas un matériel qui est à utiliser sur des longues durées qui dépassent également la demi-heure. Ça permet de se redresser, de faire un petit. Pour ceux qui ont besoin de se renforcer au niveau musculairement, ça peut faire du bien, mais pas pour un travail statique. Je vous ai mis également un autre ballon. Alors lui, on est sur les deux modèles, une posture qui est à la fois fixe au niveau du tronc, mais avec une posture dynamique au niveau du bassin, également qui n'est pas recommandée. Vous créez un mouvement de balancier avec un déséquilibre qui sera dommageable au niveau de la frappe clavier. Vous avez votre bassin qui va bouger et à la fois, vous devrez, au niveau de vos épaules, vous trouver votre équilibre pour pouvoir utiliser votre souris et faire une frappe clavier et engendrera à terme un risque de TMS également. Alors, le working desk, c'est très tendance. C'est très tendance. On nous pose également des questions sur cela. C'est des pratiques. Des entreprises l'ont mis en place en série, pensant bien faire, et sont revenus en arrière justement à cause de ce déséquilibre. Alors, quand on le voit en démonstration, alors que ce soit à Téléshopping ou dans d'autres vidéos, ça paraît très séduisant d'apparence. On associe le sport à une pratique de travail, mais là encore, c'est un mythe. Vous créez un déséquilibre au niveau de votre posture et vouloir frapper clavier, utiliser sa souris et essayer de remplir des cases Excel tout en marchant, ça relève un peu du défi à remporter. Par contre, téléphoner en marchant, c'est bien, mais pas pour travailler. Donc, attention également à ces solutions qui sont tendances et qui pourraient peut-être germer en télétravail et souvent peuvent passer inaperçues. Après tous ces éléments que nous a donné Cédric, la question qui nous a été forcément posée pendant cette période, c'est comment est-ce qu'on fait pour manager le télétravail? Les premiers éléments, les premiers retours, ça c'est le tout début du confinement, c'est quelles sont les difficultés personnelles que peuvent rencontrer les salariés. La première, elle est simple, c'est comment est-ce qu'on équilibre sa vie professionnelle et sa vie privée. Comment est-ce qu'on s'assure qu'à la fois on peut s'occuper de ses enfants et de préparer le déjeuner, mais simultanément, comment est-ce qu'on s'occupe de son employeur, peut-être en décalant ses horaires de travail, certes, mais il faut trouver un équilibre qui permette de durer. Gérer son temps, comme vous le savez, a été une chose compliquée. De temps en temps, il y a des mails qui partent à 11h du soir, minuit, 1h du matin. Évidemment, c'est pas tout à fait souhaitable. La question de la motivation pour le travail peut se poser du côté de tous les salariés, même s'ils sont managers, évidemment, parce que on est loin de ses collègues, tout simplement, et qu'on n'est pas habitué et qu'on a été bousculé, on a changé de méthode de travail, comme ça, au claquement de doigts, parce qu'il y a une crise sanitaire majeure. Donc, nécessairement, la motivation peut être, disons, accidentée. Cédric l'a expliqué, l'espace de travail, les outils, voilà, idéalement, ça fait l'objet d'une réflexion préalable, mais en tout cas, dans le cas qui nous a occupés, on les a déployés de manière express, sans vraiment de concertation, sans vraiment beaucoup d'études,
et ça vaut le coup de se repencher sur la question. Quand on bascule un petit peu dans les problématiques de télé et de management, c'est OK, mais comment est-ce qu'on garde le lien avec l'équipe, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec le manager, et comment est-ce qu'on s'assure qu'on fonctionne correctement. Et puis, les nouveaux collègues en open space, alors ça, c'est le dessin qui est sur le côté. Évidemment, tous les télétravailleurs ont été confrontés au passage des enfants dans l'espace de travail. Et ça, nécessairement, ça a créé des zones de stress qui ont été assez délicates à gérer. Délicates à gérer pour le salarié lui-même et aussi délicates à gérer pour le manager qui, tout d'un coup, il voit que son salarié n'écoute plus parce qu'il est en train de répondre à la question d'un enfant qui lui demande un ballon. Ce sont des vrais exemples que vous connaissez. Vous avez aussi des centaines d'exemples autour de vous. En attendant, il faut gérer cette situation. Entre le manager et moi, il peut y avoir une difficulté. Moi, je suis le salarié, peut-être suis-je anxieux, peut-être suis-je déprimé, énervé, je suis sans doute isolé, c'est même certain. Et puis, mes repères ont été bousculés. Et puis, de l'autre côté, mon responsable, mon manager, il n'a pas été habitué, dans un certain nombre de cas, au management à distance. Et dans certaines entreprises, malheureusement, on a fait de la télé-réunionnite. On se met à faire de la visioconférence tous les jours ou alors toutes les semaines. Ça dure 10 minutes ou ça dure 1 heure. Ça dépend des sujets, ça dépend des projets, ça dépend des entreprises. Mais en attendant, ça peut créer de la difficulté. Le manager peut avoir une autre difficulté tout simplement, c'est que tout d'un coup, il n'a plus la main. Il n'est plus là. Il ne voit plus ce qui se passe avec ses salariés et il peut être amené à rentrer dans des situations d'hyper-contrôle qui ne sont évidemment pas satisfaisantes. Peut-être même pas pour le manager lui-même d'ailleurs, mais en tout cas pour le salarié, ça peut être vécu de manière délicate. Et le risque aussi, c'est que tout d'un coup, le manager a une relation professionnelle avec son salarié, ce qui est bien légitime, mais on évacue quelque part les problèmes personnels. Non, il n'y a pas de problème personnel. Ben si, quand on est à la maison, tout d'un coup, la vie personnelle percute la vie professionnelle et il faut trouver un équilibre qui puisse satisfaire tout le monde. Au total, le télétravail amène des bénéfices et des contraintes pour le salarié et pour l'employeur qui sont de nature évidemment très très différentes. Du côté des contraintes, le salarié il est tout seul. Tout d'un coup, le lien social il est diminué, en tout cas il est au minimum modifié dans sa structure, puisque c'est pas le contact physique, c'est pas le fait de croiser ses collègues, de travailler avec eux, mais c'est de la visioconférence ou du téléphone. L'esprit d'équipe, là aussi, il est modifié profondément. Et il faut trouver des repères nouveaux. Le risque de démotivation chez le salarié existe en fonction de sa capacité à absorber cette modification du fonctionnement. Le salarié peut aussi avoir des objectifs qui créent du stress parce que les objectifs eux-mêmes, ils n'ont pas peut-être changé de nature entre le moment où on était en télétravail et le moment habituel où on travaillait en entreprise. Du côté de l'employeur, on peut toujours se poser la question de mais comment vont mes salariés ? Est-ce qu'ils vont être efficaces ? Est-ce qu'ils vont gérer leur stress ? L'employeur, il a aussi un problème, évidemment, c'est que tout d'un coup, il a l'impression qu'il ne contrôle plus. Peut-être contrôle-t-il un peu, mais la question, c'est est-il dans une logique de contrôle ou est-il dans une logique de confiance ? Et ça, il faut trouver le bon équilibre. Nécessairement aussi, dans un grand nombre de cas, les entreprises, les managers ont eu à traiter à la fois du management en distanciel et en présentiel. Et forcément, manager ces équipes selon 2 modes différents, ça peut créer de la distorsion dans les manières de faire, mais aussi de l'incompréhension pour certains salariés parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas traité de la même manière que l'autre. C'est peut-être vrai d'ailleurs, dans certains cas ça l'est, dans d'autres c'est peut-être un peu moins vrai, mais en tout cas il y a une vraie difficulté. Et évidemment le manager il a aussi une difficulté, c'est comment est-ce qu'il s'assure que son équipe reste cohérente, reste soudée pour avancer positivement. Du côté du salarié, on note évidemment et heureusement des éléments positifs, et par exemple l'autonomie. Tout d'un coup, ça y est, il a les rênes libres et il peut faire des choses que peut-être il ne faisait pas de la même manière quand il avait tous ses collègues et ses managers à côté de lui. Et c'est même une nécessité. Le salarié peut aussi trouver une grande efficacité dans cette manière de travailler parce que rien ne le perturbe, en tout cas moins de choses que quand il est sur son poste de travail habituel. Dans certains cas, les échanges peuvent être optimisés parce que comme ils sont organisés
dans des réunions, des visioconférences ou des coups de téléphone, on a pris un rendez-vous quelque part. Et bien finalement, on a rendu efficace le temps de travail. Et évidemment, la question du transport, tout d'un coup, je me déplace à mon bureau qui est à 5 mètres, c'est pas pareil que de faire 5, 10 ou 50 km pour aller travailler. Ça peut aussi générer un avantage qui est dans une flexibilité de la gestion entre la vie professionnelle et la vie privée, flexibilité dans laquelle, évidemment, il faut trouver un équilibre. Du côté de l'employeur, bien sûr, on a ressenti tous les managers ont ressenti un effet positif sur la responsabilisation. Et on s'aperçoit bien évidemment que le salarié connaît son travail, il le maîtrise, il maîtrise son environnement, et le jour où on lui lâche la bride sur le cou, il est capable de faire plein de choses. Alors que, contrairement au dessin que je vous ai montré juste avant de l'hyper-contrôle, il n'y a pas de raison qu'on soit dans cet hyper-contrôle. Le salarié connaît son job, c'est lui le meilleur professionnel de son activité. L'autre élément évidemment important, c'est que la communication, elle est factuelle. On prend appui sur des choses réelles, le réel de la relation quotidienne qu'on a hebdomadaire qu'on a avec les salariés, qu'on a des relations avec les clients, et du coup, on part de faits et non pas d'impressions. Et puis, évidemment, l'engagement des salariés a été souvent très amélioré et ressenti très, très positivement par les employeurs. Du coup, tout ça, ça nous amène à quelques points d'attention, globalement dans 2 domaines, un de l'organisation et 2 de la prévention. Le premier, en termes d'organisation, Cédric vous l'a dit tout à l'heure, en France, le télétravail n'est pas encore très, très construit comme un mode de fonctionnement habituel dans l'entreprise. Et à ce titre-là, l'expérience que vous citez, Cédric, d'autres pays européens qui l'ont rendu beaucoup plus structurel, ça doit sans doute être un point sur lequel on fait attention et on construit l'avenir. D'autant plus qu'on a de fait une situation sanitaire qui est évolutive quotidiennement, dans certains cas, à certains moments ou dans certaines régions. Et il y a un élément du coup qui devient évident, c'est qu'il faut anticiper le fait que cette situation peut durer. Et deuxièmement, cette situation tendue peut nous amener à réfléchir le télétravail pour le rendre plus structurel. Un autre élément qui est important, je l'ai cité au tout début, c'est qu'évidemment, il y a une dimension juridique. Donc, il faut s'assurer qu'on va faire les choses proprement, avec la collaboration des salariés, avec la communication, avec les instances représentatives du personnel. Il y a un élément ressources humaines, évidemment, qui se pose sur l'équilibre des tâches et des missions, sur lesquelles il faut s'assurer qu'on ne crée pas des distorsions au sein de l'entreprise. Il y a une question sur les outils, évidemment, qui peut se poser. Là, à court terme, on a utilisé des outils, des Zoom, des Teams et d'autres outils. Très bien. Est-ce que ce seront des solutions pérennes? Ça vaut le coup d'y penser. L'autre point en termes d'organisation, ou plutôt de management, c'est OK, mais moi, manager, comment est-ce que je travaille au quotidien avec mes équipes? Un élément qui paraît important, et ça a été cité dans le webinaire d'avant, c'était un des commentaires d'un des auditeurs, c'était le mot bienveillance. Alors, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser forcément, mais ça paraît simple et évident, il faut écouter. Le salarié, c'est celui qui produit pour l'entreprise, et à ce titre-là, l'écouter, c'est écouter le travail réel. Et dans certains cas, bien sûr, il faudra recalibrer les missions, parce que le mode télétravail ne sera pas complètement adapté, il faudra se réadapter. Il faudra évidemment faire attention à la reconnaissance qu'on donne aux salariés et lui permettre des espaces de créativité, de proposition de méthodes nouvelles. Et puis, le côté, j'allais dire, un petit peu plus hors pro, si on peut dire, c'est est-ce que la cohésion de l'équipe est maintenue avec des activités, par exemple, on a entendu parler des apéros Zoom. Bon, voilà, ça peut être des moments sympas qui permettent d'améliorer la situation. Et en termes de prévention, alors ce sont des choses plus classiques. Comme vous le savez, le document unique doit être mis à jour avec des éléments sur l'étude des risques du télétravail. De la même manière que sur le Covid lui-même, là qu'on est plus que sur le risque du virus, mais en l'occurrence, le télétravail doit être aussi intégré et qu'on soit capable d'intégrer et d'analyser et d'agir sur les risques dans l'entreprise. Les TMS, ça a été évoqué tout à l'heure avec Cédric sur les bonnes pratiques.
Les risques psychosociaux, on travaille à distance, on travaille autrement, et donc ça veut dire qu'il faut adapter son management. Ça fait référence à ce que je vous ai dit juste avant. Sur la charge de travail, parfois, on a été amené à réfléchir autrement sur la gestion de l'agenda quotidien, et peut-être que la formation peut être un élément qui se met en place de manière un petit peu plus forte. En l'occurrence, il y a des MOOC, par exemple des formations en ligne, qui se font sur des durées courtes. Il peut y avoir des formations longues qui s'organisent, mais c'est aussi un moment d'envisager la montée en compétences des salariés. Il faut penser à la réversibilité. Comment est-ce qu'on fait pour passer du télétravail au présentiel, du présentiel au télétravail? Comment est-ce qu'on fait pour alterner? Est-ce que c'est 1 jour? Est-ce que c'est 5 jours? Il faudra penser à tous ces éléments-là. Et puis, le dernier élément, là aussi facile à dire, mais observer les signaux faibles. Le rôle du manager, c'est d'entendre le coincement dans la voix qui permet de dire « Ah, là, il y a quelque chose, il faut que je prenne contact avec ce salarié pour essayer de voir ce qui se passe. » Au total, ça me paraît important de redire un point tout bête, c'est il faut inventer, et je dis bien inventer, le télémanagement. Notre équipe de travail, c'est notre richesse. C'est nécessaire d'en prendre soin. Il faut expliquer la situation, et le manager, son rôle, entre autres, c'est de dire où est-ce qu'on va. Et pour ça veut dire qu'il faut à la fois communiquer, mais avec le point d'avant, écouter. Là aussi, c'est facile à dire, difficile à réaliser, nous sommes bien d'accord. Il faut écouter la créativité et se dire, OK, comment est-ce que je fais pour travailler autrement? Comment est-ce que je fais pour organiser la réversibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis préparer l'avenir. Préparer l'avenir, ça a été évoqué par Cédric avec les expériences d'autres pays européens, qui n'est pas encore notre mode de fonctionnement, mais ça vaut le coup d'y réfléchir sur le futur, pour qu'au total, on ne se trompe pas. Évidemment, le télétravail reste une activité professionnelle. Donc, au bout du compte, ce que nous cherchons à faire, c'est à ce que le salarié soit performant pour que l'entreprise soit performante. Voilà. Avec tous ces éléments, nous avons cherché à vous donner quelques pistes de travail, quelques interrogations, quelques réflexions, avec quelques photos pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner sur la partie, disons, opérationnelle, la partie terrain, et puis un éclairage sur le côté management, le management à distance, et puis peut-être un élément de plus long terme, c'est réfléchissons à l'avenir et essayons de construire un mode d'organisation de nos entreprises. Évidemment, pas tous les salariés, ça dépendra forcément des contextes, mais dans lesquels on pourra réfléchir à autre chose. Voilà. Les questions. Alors, nous avons quelques questions. Une première qui concerne la responsabilité et la prise en charge du matériel. Qui achète quoi? Le matériel doit-il être pris en charge par l'employeur ou par l'employé? Alors, c'est une question délicate, hein, c'est très très évident. Cédric a répondu indirectement tout à l'heure. Quand le télétravail est, si on peut dire, contraint et il est dans un contexte temporaire, il paraît très, disons, plus raisonnable de trouver des solutions d'aménagement du poste de travail à la maison telles que vous les a décrites, Cédric, tout à l'heure. Si par contre on rentre dans une logique de télétravail de long terme, par exemple, on sait que ça sera 2 jours par semaine pour tel type de travail. Là, pour le coup, il peut y avoir une réflexion de plus long terme qui s'organise avec les instances représentatives du personnel pour envisager des aménagements de poste sur le domicile. Mais l'aménagement de poste, c'est pas simplement un fauteuil, c'est pas simplement un écran, un deuxième écran d'ordinateur ou une table, parce que on peut percuter la réalité des organisations personnelles. Et dans certains appartements, certaines maisons, il y aura un bureau séparé, et dans d'autres, ce ne sera pas possible. Il y aura certaines installations personnelles où on aura un réseau de bonne qualité, et d'autres dans lesquelles ça sera compliqué. Donc nécessairement, ça renverra forcément au dialogue social pour essayer de voir quel est l'aménagement que l'entreprise décide de mettre en place. Une autre question concerne cette fois-ci les moyens de contrôle des conditions de travail à mettre en place pour vérifier en fait que le domicile est bien aménagé. Est-ce qu'on doit vérifier personnellement ou faire du déclaratif? Alors,
Quand le salarié est en télétravail, il reste chez lui. Il reste chez lui et à ce titre-là, l'employeur ne peut pas vérifier, au sens physique du terme, que le poste de travail est conforme. En tout cas, il ne peut pas le faire sans l'accord formel de son salarié. Ça paraît simple. La meilleure manière de le prouver, c'est les particuliers employeurs. Eh ben, les services de santé au travail ne peuvent pas aller voir les conditions de travail de la femme de ménage qui vient travailler 2 heures par semaine chez vous. On est un peu dans le même genre de problématique. Donc là, c'est une fois de plus dans le dialogue social qu'on va permettre aux salariés de partager de l'information. On va échanger, éventuellement partager des photos ou une vidéo qui va permettre d'échanger sur les conditions réelles de travail et trouver un point d'accord entre l'employeur et son salarié sur les moyens matériels à mettre en place chez le salarié. Quel conseil si les salariés ne disposent pas de matériel réglable, siège, écran? C'est peut-être plutôt pour toi, Cédric, ça. Oui, c'est justement vers ces questions-là qu'on ne voulait pas aller. On essaie, au travers de la présentation, amener une réflexion qui justement soulève ce côté paradoxe de vouloir faire du télétravail dans de mauvaises conditions. Comme on l'a dit, il faut vraiment, je pense, faire la distinction entre un télétravail qui se fait dans l'urgence sanitaire et un télétravail qui s'anticipe dans l'entreprise avec la volonté d'installer ses salariés dans une autre perspective du travail chez soi. Bien évidemment, dans une urgence, il convient de checker avec ses salariés quel matériel ils ont chez eux. Il y a comme une part de responsabilité, je pense, pour l'employeur, à minima, de vérifier ces points-là et de voir avec le salarié ce dont il a besoin pour réaliser sa tâche, sa mission, son activité dans les meilleures conditions possibles à domicile. On peut essayer de trouver des marges de manœuvre. Comme je vous ai dit, il n'est pas interdit de travailler sur son canapé, à travailler assis dans son lit. C'est la durée dans laquelle ces postures vont rester. On parle d'information et de formation auprès des salariés, et ça s'anticipe. On peut pas donner toutes les consignes aux salariés 5 minutes avant qu'ils partent. Ça, c'est de la formation, c'est de l'information des salariés qui doivent comprendre comment bien s'installer et choisir et faire les meilleurs choix possibles. Donc, ça convient d'anticiper et de se préparer. Malheureusement, s'il n'y a aucun matériel, aucun matériel ne permet d'avoir la bonne posture, vous aurez beau former la posture, si le matériel ne le permet pas, la bonne posture ne sera pas là. Donc une mise à disposition, un compromis est à trouver, le dialogue social. J'ai une question également, comment faire pour les postes RQTH et le double aménagement travail à domicile? C'est une question qui est intéressante. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que lorsque, pour un salarié URQTH et que le télétravail est mis en place, non pas dans une urgence sanitaire, je pense, mais plus dans le but de le pérenniser, un salarié RQTH peut bénéficier à domicile d'un aménagement. Mais ça restera à vérifier. Je pense qu'on reviendra vers vous on retrouvera la question et on donnera une réponse beaucoup plus précise à ce niveau. Sauf si Nicolas, tu as un élément d'information à ce niveau-là. Non, ce que tu dis me paraît adapté. C'est en l'occurrence, si on pérennise un poste de travail à la maison, surtout dans un cas de RQTH, on est dans un aménagement de poste finalement de manière assez classique, sauf qu'il est à la maison. Donc, c'est vrai qu'il faut vérifier d'un point de vue juridique ce qu'il en est. C'est un sujet délicat. On peut essayer de chercher une information complémentaire, mais on reste à la maison. Donc là aussi, ça sera le dialogue social qui devra se mettre en place. Je pense que dans l'esprit, il faut vraiment distinguer le télétravail d'urgence sanitaire qui se fait dans le but de rompre la chaîne de propagation du virus. J'ai vu une question passer qui disait est-ce qu'il y a un intérêt à faire du télétravail lorsqu'on habite à 500 mètres du domicile? Là également, la réponse, ça dépend du contexte du télétravail. Si c'est dans un but de rompre la chaîne de propagation du virus et de faire un télétravail d'urgence sanitaire, c'est sûr que les 500 mètres à pied, il y a peu de chances que la personne soit contaminée soit qu'elle travaille en plus dans un bureau isolé, fermé, bien ventilé, avec un protocole sanitaire mis en place dans l'entreprise, le risque est relativement maîtrisé. Et si c'est un télétravail à mettre en place pour répondre à un autre besoin, celui du confort du travail, répondre à un autre désir, là, qu'on soit à 500 mètres ou à 5 km, la question peut se poser, on répond à un dialogue social. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Une question également qui souligne l'intérêt de bien anticiper et de préparer ce télétravail, c'est ces fameuses questions. Si je me blesse devant mon écran, si je tombe de mon ballon gonflable ou que je tombe de mon tapis de course,
Mon responsable est irresponsable. On entend, hein. Nicolas. J'aime bien la question, là. Bon, alors, c'est toujours pareil. Si le tapis de course, il a été préconisé par l'entreprise, mis en place par l'entreprise, la responsabilité de l'employeur est susceptible d'être engagée. Si c'est le choix du salarié sans aucune forme de concertation, il risque d'y avoir un dialogue social qui va être un petit peu plus délicat à engager. D'où l'importance, une fois de plus, d'être dans le dialogue et dans la construction d'une solution pérenne, si elle doit l'être. Ou alors pas, dans le cadre de l'urgence sanitaire, tel que le disait Cédric. Et d'une manière générale, la question touche également de la responsabilité de l'employeur lors d'une mauvaise installation du salarié à domicile. L'obligation de l'employeur, ça sera de conseiller. Il y a un truc qui est sûr, c'est que l'employeur garde la responsabilité de donner les informations à son salarié. Ça, c'est sûr. Voilà. On va peut-être répondre à une dernière question, puis on va arrêter là. Je vois une question tout en bas. Quel rythme de suivi des salariés en télétravail? Là aussi, la règle, il n'y a pas de règle. Il y a la méthode que vous mettez en place dans votre entreprise. Il y a des métiers dans lesquels le suivi quotidien sera adapté. Il y a des métiers dans lesquels un suivi hebdomadaire sera largement suffisant. Ça dépend le degré d'autonomie du salarié, ça dépend de ses capacités personnelles, ça dépend des relations entre le manager et son équipe, ça dépend de beaucoup d'éléments. J'aurais tendance à dire que moins d'une fois par semaine, c'est peut-être pas tout à fait raisonnable, sauf si le salarié a l'habitude d'être en grande autonomie professionnelle. Donc, toutes les semaines, ça me paraît raisonnable, sauf s'il y a un contexte de suivi plus fréquent nécessaire. Je parle santé-travail. Alors, merci pour vos réponses, en tout cas. On va peut-être s'arrêter là, parce qu'on a déjà débordé un petit peu. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Manon. Non, je vous en prie, pas de souci. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Comme ça vous a été dit à différents moments au fur et à mesure des webinaires précédents de la journée. Le replay vous sera envoyé automatiquement juste après. Là, normalement, vous l'avez dans les 5 minutes qui suivent. Et on cherchera à mettre en ligne tous les supports sous forme de PDF qui seront téléchargeables sur les sites des différents services de la région, de telle sorte que vous puissiez retrouver les informations et éventuellement les exploiter en interne de vos entreprises. Merci beaucoup de votre participation. Merci à Manon pour son support technique. Merci Manon, à Cédric pour ses éléments et ses photos très parlantes. Et puis, bon courage à tous. Bon courage. Au revoir. Merci.